Bon, on va tenter. J'espère que Marie commence de faire la traduction. Chers amis, merci beaucoup de vous joindre à notre réunion du club belgo-russe, Belgian Russian Business Club. On aura aujourd'hui un invité très spécial, donc un invité, un spécialiste en diplomatie, économie et la politique. Et avant le début de notre je demanderai avec plaisir Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, d'intervenir avec le Welcome Word. Monsieur l'Ambassadeur, si vous m'attendez, I will just ask, please, all participants to keep the microphone muted to not produce the interference, please. Hein? Monsieur l'Ambassadeur. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Je dirais bonjour à tout le monde. Si je parle français, comme ça on peut déjà tester le skill du translator. Voilà, je pense que le thème de la réunion virtuelle dit tout. Hein, donc, la situation politique et diplomatique en Russie et sa relation avec l'Union européenne. Je suis arrivé ici au mois de septembre l'année dernière et à peine, je dirais une semaine plus tard, il y avait la réunion annuelle de European Association of European Business et on s'attendait à un speech économique de M. Très, très, très politique. Depuis lors, les événements politiques se sont succédés. On a eu une cascade de faits qui fait que les relations se sont détériorées et pour l'instant, ça n'a pas l'air de s'arrêter. La semaine dernière, notre ambassade a consacré beaucoup de temps à la situation autour des frontières avec l'Ukraine pour des raisons que vous connaissez. Ce week-end, on a eu l'explosion, je dirais, presque littérale, des relations diplomatiques entre la Tchéquie et la Russie, avec 18 diplomates russes qui ont dû quitter ou qui sont en train de quitter la Tchéquie, avec 20 diplomates tchèques qui quittent ce soir la Russie. Et on peut vraiment se poser comme question où est-ce qu'on va. Et voilà, pour ça, on a des spécialistes comme M. Arnaud Dubien. Donc, c'est avec grande attention qu'on va l'écouter pour essayer de comprendre dans quel jeu on joue. Et je m'arrête ici. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. J'ai juste eu un problème de traduction parce que I just get a problem with translation, but I think most of you understand it because I cut the microphone to our translator. Please, Maria, can you activate your microphone? Maria, пожалуйста, включите микрофон. Because of other participants who forget to activate them. Johan, I see you joined us. Maybe you say, vous dites quelques mots aussi de bienvenue, Monsieur Van der Plaats, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mon ami Oleg. Je suis ravi de voir tous les amis de la communauté belge luxembourgeoise dans cette réunion. Et je pense qu'on apprécie beaucoup que Arnaud il a obtenu du temps pour adresser ses visions, son perspective de ce qui se passe ici dans ce pays. Je suis tout à fait d'accord avec l'ambassadeur que la relation entre l'Europe et la Russie est assez difficile. Moi, j'habite depuis 30 ans déjà ici en Russie. Je ne me rappelle pas une période où c'était si compliqué qu'aujourd'hui. Donc, on est vraiment très content et ravis d'avoir l'opportunité d'apprendre les insights de Arnaud en ce qui concerne le climat politique qui a d'ailleurs bien sûr un impact sur le climat d'affaires. Donc, je suis ravi d'être ici. Bien à vous, Oleg.
C'est plutôt à Monsieur Dubien de commencer. Dites-moi, je lance les slides. Hein. Oui, bonjour à tous, monsieur l'ambassadeur, cher Johan, mesdames, messieurs, je suis très honoré et très heureux de participer à votre réunion d'aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir la possibilité de partager quelques réflexions sur la situation économique, politique et diplomatique en Russie et autour de la Russie. Cela a été dit, notre réunion d'aujourd'hui tombe à point puisqu'il y a une actualité très riche ces derniers jours, très riche à défaut d'être réjouissante. Il y a eu, on s'en souvient, l'annonce de nouvelles sanctions américaines, les derniers développements autour de Navalny. L'ambassadeur l'a évoqué, les expulsions croisées de diplomates. Et aujourd'hui, une réunion qui, espérons-le, sera plus positive en format Normandie autour de l'Ukraine. Donc, une actualité très riche. Je vais essayer de façon synthétique de faire une photographie analytique, telle que je la vois en tout cas, de la situation économique, politique intérieure et des relations internationales de la Russie. Au fond, comment la Russie voit le monde. Le temps qui m'est accordé est limité, donc il est possible que je ne puisse pas aller aussi loin dans les détails que je le souhaite, mais nous aurons, je crois, l'occasion d'avoir une séance de questions-réponses. Bon, si l'on entre dans le vif du sujet, à propos de l'économie, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit une économie russe qui a fait preuve de résilience, comme d'ailleurs lors de la précédente crise de 2015-2016. Les derniers chiffres font état d'une récession limitée à 3%. Je rappelle que dans la zone euro, la récession a atteint 6,8%. Alors, il y a deux raisons. Oleg, si vous pouvez faire passer le slide. Il y a deux raisons donc à cette bonne performance. D'abord, des mesures restrictives au printemps dernier qui ont été moins sévères et moins longues généralement qu'en Europe occidentale. Et puis surtout, à l'automne dernier, c'est-à-dire à partir de septembre-octobre, la décision a été prise de ne pas reconfiner la Russie. Très clairement, le choix de l'économie a prévalu sur le sanitaire avec un coût que l'on commence à entrevoir, une surmortalité extrêmement spectaculaire. Ce choix s'explique très probablement par le fait que la Russie, à la différence de nos pays, France, Belgique, Luxembourg, des filets sociaux extrêmement limités. Donc le choix a été fait de laisser les gens travailler. Aujourd'hui, et ça c'est très important, on voit des fondamentaux économiques qui sont solides. La dette, et la dette, vous le savez, devient un sujet diplomatique aussi. La dette extérieure est très limitée. La dette publique dans son ensemble représente environ 20% du PIB. Ça fait rêver évidemment la plupart des pays de l'Union européenne. Ce que l'on voit aussi, c'est une bonne surprise sur les prix des hydrocarbures qui ont finalement très rapidement rebondi après la chute du mois d'avril et du mois de mai 2020 et qui se situent au-delà de 60, alors que soit très au-delà je dirais, de l'hypothèse budgétaire retenue pour 2021. Donc aujourd'hui, tous les jours, la Russie, grâce à un pétrole au-dessus des prévisions et à un rouble qui reste faible, engrange des surplus par rapport à ce qui avait été budgété, des surplus en rouble. Et tout ça donne évidemment des marges de manœuvre budgétaires que peut-être, j'y reviendrai, Vladimir Poutine va utiliser dans les jours ou les semaines qui viennent. Donc il y a un certain optimisme qui prévoit à Moscou, optimisme qu'il faut évidemment modérer parce que tout n'est pas, je dirais, rose ni positif. Parmi les signes donc d'optimisme, il y a c'est le slide suivant des indices qui sont publiés, que vous connaissez, l'indice PMI en particulier, pour le mois de mars, qui atteint des niveaux très spectaculaires, autour de 55. De façon générale, l'activité économique sur les 2 premiers mois de l'année se situe entre 97 et 98% de son niveau de l'année dernière, donc presque l'économie russe s'est presque retrouvé son niveau normal. On voit des signaux plutôt positifs, en tout cas une trajectoire de récupération s'agissant de la consommation des ménages, de la restauration, mais également du fret ferroviaire, par exemple, qui est un indicateur assez intéressant.
Si l'on prend un peu de recul et qu'on regarde les évaluations pour l'ensemble de l'année, le gouvernement table sur une croissance située entre 3 et 4%. Ça correspond à la nouvelle prévision de croissance du Fonds monétaire international qui, la semaine dernière, donc, l'a publié, et le Fonds monétaire international pense que la Russie enregistrera cette année une croissance de 3,8%. Donc, ça veut dire que la Russie va retrouver son niveau d'avant-crise probablement au 4e trimestre de cette année. Pour 2022, le FMI s'attend à une trajectoire assez comparable, c'est-à-dire entre 3,5 et 4%, ce qui serait 2 années finalement très positives. Alors, évidemment, Oleg, si on peut avancer les slides, évidemment, il y a, et encore un autre, il y a plusieurs interrogations, plusieurs facteurs de risque, des bémols. D'abord, le principal, à mes yeux, ce sont les revenus de la population, les revenus réels, qui se situent toujours environ à moins 10% de leur niveau d'avant-crise. Quand je dis avant-crise, c'est avant 2014. C'est un critère majeur. Ça peut avoir également des conséquences politiques et je pense que ça fait partie des préoccupations premières du président Poutine. Il y a l'inflation qui est une préoccupation assez nouvelle, qui a percé ces derniers mois, avec en particulier une inflation plus forte sur les produits alimentaires, là aussi des enjeux sociaux et politiques, lui environ à 5,7%. Elle a conduit la Banque centrale de Russie à relever son taux directeur à 4,5%. Parmi les autres points à suivre, qui sont des signaux d'alerte, même s'ils ne sont pas forcément dramatiques ni tragiques, il y a l'endettement de certaines régions de la Fédération de Russie, ce qui oblige le gouvernement à refinancer ou à accorder des facilités. Le gouvernement le fera. Ce qui est peut-être plus inquiétant, à mon avis, c'est l'endettement des ménages, qui atteint des niveaux élevés, pas catastrophiques, mais à suivre. Et les gens s'endettent pourquoi? Parce qu'ils cherchent à compenser la baisse des revenus réels que j'ai mentionné précédemment. Parmi les autres facteurs potentiellement inquiétants ou les interrogations, il peut y avoir les nouvelles sanctions américaines. Alors, je ne parle pas de celles qui sont tombées la semaine dernière. Pourquoi? Parce que finalement, on comprend qu'elles ont un impact limité. Ça aurait pu être bien pire en réalité. Et je crois que l'administration Biden a fait preuve d'une grande modération dans cette affaire-là, même si les Russes sont mécontents, ce qu'on peut parfaitement comprendre. L'interrogation, ça porte sur la suite. Est-ce que finalement l'administration américaine en reste là et veut engager un dialogue? C'est peut-être le sens de l'invitation à l'ancien Poutine, ou est-ce qu'on va plus loin dans les semaines et les mois qui viennent? Et là, je veux dire qu'on n'a plus beaucoup d'options. Quand je dis on, c'est surtout l'administration américaine. L'administration américaine n'a plus beaucoup d'options de sanctions indolores ou presque indolores. C'est-à-dire que là, on a épuisé le stock. Maintenant, on est face à des choix qui potentiellement nous emmènent très loin. Alors, parmi les autres interrogations de très court terme sur lesquelles je reviendrai, il y a le discours que doit prononcer Vladimir Poutine le 21, c'est-à-dire après-demain, mercredi. Il y a une très forte attente sociale au sein de la population, également au sein de l'élite. On verra si Vladimir Poutine fait des annonces, distribue de l'argent aux ménages, ce qui est une option, surtout à quelques mois des élections législatives. En tout cas, il serait bien étonnant que rien ne soit annoncé au cours du discours de Vladimir Poutine dans ce domaine précis. J'en viens maintenant à la politique intérieure. Je voudrais rappeler qu'en 2018 s'est ouvert un nouveau cycle politique avec la réélection de Vladimir Poutine pour un 4e mandat. Je rappelle qu'à ce moment-là a été annoncée une réforme des retraites assez classique finalement, qui ressemble dans sa philosophie à celle qu'on a pu connaître dans nos pays. Et à ce moment-là, on a vu la popularité de Vladimir Poutine baisser d'environ 20%.
dans tous les sondages, des sondages de confiance, de popularité, d'intention de vote. Donc là, il y a une forme peut-être de rupture. En tout cas, quelque chose s'est brisé à ce moment-là entre Vladimir Poutine et une partie de son électorat. Cette réforme des retraites étant, en Russie comme ailleurs, particulièrement sensible. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses, notamment en 2020, l'année dernière, avec 3 événements qui modifient fondamentalement le paysage politique. D'abord, le renouvellement gouvernemental en janvier, avec le départ du Premier ministre Medvedev et la nomination de Mishustin. Mishustin, je fais une petite parenthèse, qui, à mon avis, est un personnage intéressant et influent, beaucoup plus qu'un simple Premier ministre technique, comme il a pu être présenté au début quand il a pris ses fonctions. J'attire votre attention sur lui. C'est un je ne sais pas si c'est le successeur de Vladimir Poutine, mais c'est en tout cas quelqu'un qui est en train de prendre le contrôle de la machine gouvernementale, d'installer ses hommes, et manifestement, il jouit de la confiance de Vladimir Poutine, des libéraux, et il n'a pas de problème avec les Siloviki, ce qui fait une combinaison très intéressante. Je ferme la parenthèse sur Mishustin. Donc, premier événement majeur de l'année 2020, remaniement ministériel. Le deuxième, c'est évidemment la réforme constitutionnelle, dont on a surtout retenu la possibilité pour Vladimir Poutine de concourir à nouveau aux élections présidentielles. Je ne suis pas certain que ce soit là le point le plus important. Quand on regarde la réforme constitutionnelle dans son ensemble, on voit qu'il y a beaucoup d'autres choses, notamment dans le domaine sociétal. Et puis, donc, annonce de la réforme et référendum le 1er juillet. Et puis, il y a bien sûr l'affaire Navalny, sur laquelle je reviendrai, sur laquelle on pourra discuter lors de nos échanges à la suite de mon exposé. Ce que je veux dire, c'est que le visage du pays, sa réalité, sa substance politique ont considérablement évolué ces derniers mois, indépendamment de l'épidémie de Covid, qui finalement n'a pas eu de conséquences politiques très importantes. Encore une page, chers collègues. Donc, où en est-on aujourd'hui de la situation politique ? Monsieur l'ambassadeur y a fait référence. On est très clairement dans la poursuite de ce que j'appelle le serrage de vis, qui en réalité a commencé en 2012 avec plus ou moins d'intensité, parfois certaines fenêtres. Je rappelle que Navalny, par exemple, s'était présenté aux élections municipales à Moscou à l'été 2013, qu'il avait fait 27% des voix au terme d'un scrutin libre. Mais enfin, depuis 2012, on voit cette tendance. Elle s'est clairement accélérée ces derniers mois. Il y a un train de loi qu'on peut qualifier de liberticide qui a été adopté à la fin de l'année dans différents domaines. Il y a d'autres signaux ces dernières semaines, donc des journalistes qui ont été perquisitionnés ou interpellés, des signaux également envoyés en direction de Twitter, par exemple, une loi sur les coopérations internationales, enfin sur l'éducation, avec donc un impact pour les coopérations internationales en matière d'éducation. Donc tout ça se poursuit, s'amplifie, s'accélère, se densifie. C'est lié évidemment au calendrier électoral, c'est lié évidemment à l'affaire Navalny. Quelques mots sur Navalny. Je ne reviens pas sur la tentative d'empoisonnement, le retour, enfin tout ça, vous l'avez suivi. À mon avis, ce qu'il faut en retenir, c'est que la situation est assez paradoxale. En réalité, Navalny n'arrive pas à élargir son audience. Je maintiens que Navalny ne constitue pas une menace pour le régime. On le voit dans les sondages, on voit que les personnes qui désapprouvent l'action de Navalny a augmenté après son retour, ce qui peut paraître surprenant. Et le soutien dont il bénéficie a légèrement baissé. Donc, il n'y a pas de vague Navalny, il n'y a pas de tsunami politique. Tout ça est une vue d'esprit. Je dirais, c'est quelque chose qu'on ne lit pas souvent dans la presse occidentale, c'est peut-être parce que ce n'est peut-être pas ce qu'on a envie d'entendre, mais il est possible, en tout cas c'est ce que j'affirme, que Navalny soit en train de perdre son pari, un pari politique extrêmement courageux, mais très risqué. On verra en tout cas ce qui va se passer mercredi, donc dans 48 heures. Vous savez que les partisans de Navalny ont appelé à des manifestations à Moscou et dans de très nombreuses villes de Russie.
Il y aura évidemment, le nombre de manifestants sera très observé. Est-ce qu'il y aura un reflux? Est-ce qu'il y aura au contraire une plus grande mobilisation dans un contexte de répression extrêmement vif, extrêmement brutal. Pour Navalny, il y a un vrai risque, encore une fois, d'oubli, je dirais. Pour lui, rester au centre de l'agenda, qu'il soit médiatique ou politique, devient de plus en plus compliqué. Il a fait le choix de rentrer parce que rester à l'étranger et faire de la politique en Russie, c'est impossible. Il savait ce qu'il attendait en Russie. Aujourd'hui, continuer à exister politiquement et médiatiquement va être de plus en plus compliqué. Quelques mots sur les législatives. Vous savez qu'elles sont prévues le 19 septembre prochain. Je dirais qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises au sens où Russie unie devrait atteindre ses objectifs, c'est-à-dire 45% au vote à la proportionnelle et 45% de participation. Je rappelle très brièvement le mode de scrutin. Il y a 450 sièges à pourvoir, la moitié dans des circonscriptions, à l'occasion d'un scrutin uninominal à un seul tour. Donc le candidat arrivé en tête est élu, et l'autre moitié, les autres 225 sièges, sont attribués à l'issue d'un vote à la proportionnelle. Voilà, donc l'objectif de Russie unie, c'est d'avoir une majorité constitutionnelle. Selon toute vraisemblance, le parti devrait l'atteindre malgré une érosion très claire, très évidente de sa popularité. Mais encore une fois, par divers techniques, d'abord une restriction de l'accès au vote, également le parti du pouvoir mise également sur une forme d'éparpillement des voix qui devrait lui être favorable. Je n'entre pas trop dans les détails. Encore une fois, je suis prêt à répondre à votre question sur ce sujet. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que la politique intérieure russe est en fin de cycle, quelque part, puisqu'on voit que les dirigeants historiques du Parti communiste, M. Zyuganov, Vladimir Zhirinovsky, du LDPR, ont 75 ans ou plus. C'est très vraisemblablement leur dernière élection. Donc, il y a une forme de recomposition qui va s'annoncer. On voit également quelques manœuvres sur le flanc gauche, avec notamment l'alliance de la carpe et du lapin, Russie juste et le parti de M. Prilepine. Donc voilà. Et puis, il y a Yabloko, ce parti historique libéral, qui a un positionnement compliqué parce qu'il critique à la fois Vladimir Poutine de façon constante et son dirigeant, M. Yavlinsky, a fait des déclarations également très dures à l'égard d'Alexei Navalny. Donc voilà un petit peu le paysage politique aujourd'hui. 6 mois, un peu moins de 6 mois des élections législatives, ce sera un scrutin important, notamment dans la perspective, j'y reviendrai, de 2024, dont on ne sait pas si ce sera le terme de la présidence Poutine, mais on ne peut pas tout à fait l'exclure. En tout cas, et j'y reviendrai dans ma conclusion, on a un peu tendance à croire que le référendum a mis sous le tapis la question de la succession. La question de la succession, elle reste aujourd'hui dans tous les esprits à Moscou, même si on n'en parle pas beaucoup. Alors, quelques mots sur la politique étrangère. Oleg, on va avancer. Quelques mots d'abord assez généraux sur l'état d'esprit ici, sur ce qui me paraît être la vision des Russes, des dirigeants russes. Rappeler une évidence d'abord, c'est que 2014, la crise ukrainienne, elle marque une vraie césure, certains diront une rupture. Finalement, c'est un cycle d'une trentaine d'années qui se clôt, un cycle qui avait débuté sous Gorbatchev, sous la perestroïka. Et finalement, la vision qui dominait pendant cette trentaine d'années, malgré les hauts et les bas, malgré les crises, le Kosovo, l'Irak, l'OTAN, c'était malgré tout que l'Europe occidentale et la Russie avaient vocation à converger, peut-être à une date très lointaine, mais c'était ça. Et j'attire votre attention sur le fait que cette convergence était surtout perçue comme une acceptation par la Russie du modèle européen, ouest-européen. Alors, il y avait quand même quelques accros, quelques avertissements, le plus sonore d'entre eux ayant été le discours de Vladimir Poutine
à Munich en 2007. À mon avis, il n'a pas été compris, pas été entendu. Mais je crois que la crise qu'on connaît aujourd'hui, qui a été évoquée par Johan et par M. l'ambassadeur, elle trouve ses racines en réalité au milieu des années 2000. Malheureusement, les malentendus, le ressentiment, à tort ou à raison, il remonte à ce moment-là. Aujourd'hui, la Russie, clairement, ne se voit plus comme ayant vocation à rejoindre un Occident élargi, où d'ailleurs personne ne l'a jamais convié, en réalité. Elle n'a pas vocation non plus, en tout cas, elle ne se voit pas comme un pays allié de la Chine, au sens militaire du terme. Il y a un partenariat stratégique, mais la Russie se voit surtout comme un pays indépendant. Et le concept clé pour comprendre la politique étrangère russe, c'est le concept de souveraineté. C'est un concept qui a été quelque peu oublié en Occident, y compris en France d'ailleurs, où pourtant ça faisait partie de la vision du monde en termes de politique étrangère pendant de très longues décennies, pour ne pas dire des siècles. Et ma crainte, je reviendrai là-dessus, c'est qu'on ne se comprenne plus. C'est-à-dire que les Russes et les Européens de l'Ouest, et surtout à Bruxelles, n'y voyez rien de personnel, il n'y a pas que des Belges à Bruxelles, ne parlent plus la même langue au sens linguistique du terme. Et les mots n'ont plus forcément le même sens, par ailleurs. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui ne doit pas être sous-estimé. Alors, sinon, on en vient maintenant de façon un peu plus précise sur les différents volets de la politique étrangère russe. Si l'on parle, par exemple, de l'Union européenne, qui nous intéresse avant tout, la visite de Borrell donc, est clairement analysée dans le contexte que je viens d'évoquer. Parmi les différents, les griefs accumulés côté russe, il y a plusieurs étapes. Pour les Russes, évidemment, l'élargissement de l'Union européenne en 2004 à d'anciens pays membres du pacte de Varsovie a fondamentalement changé l'essence de l'Union européenne. L'Union européenne qui a intégré des pays qui, bon, il faut dire les choses, ont des comptes historiques à régler avec la Russie. Ce qui n'était pas le cas, je dirais, du noyau fondateur et du noyau ensuite élargi à l'Autriche ou à d'autres pays. Donc, ce qui avait été lancé au début des années 2000, c'est arrêté assez rapidement. Et il y a un autre épisode qui, à mon avis, est un peu sous-estimé parce qu'il n'est pas de bon ton de souligner les responsabilités des uns et des autres, tout simplement parce qu'on ne connaît pas très bien l'histoire longue du continent, c'est le partenariat oriental. Le partenariat oriental, qui est adopté en 2009, il est poussé par la Pologne et la Suède. La Pologne et la Suède, qui sont des pays qui, historiquement, sont très actifs dans la zone située entre la Baltique et la mer Noire et qui, historiquement, sont très actifs en Ukraine pour contenir la Russie. Et a posteriori, je pense, encore une fois, ça n'engage que moi, c'est un avis personnel, que le fait d'avoir confié à ces deux pays qui avaient probablement des arrière-pensées géopolitiques, ou en tout cas dont les Russes pensaient qu'ils en avaient, n'était pas anodin et était probablement une erreur. Si, encore une fois, la France, l'Allemagne, le Benelux avaient porté ce projet, ça aurait été perçu de façon différente. Et on sait que en politique, comme dans la vie en général, les perceptions sont parfois aussi importantes que la réalité. Et donc, la principale crise, la mère de toutes les crises entre l'Occident et la Russie, entre l'Union européenne et la Russie, est éclatée en Ukraine, ne doit évidemment rien au hasard. Alors, le sens, à mon avis, de l'épisode Borrell, de ce qui s'est passé donc, il y a maintenant 2 mois, le message que veulent adresser les Russes, il est assez clair, assez définitif, à mon avis. C'est que Moscou ne veut plus discuter de partenariat politique selon l'agenda, selon les modalités de Bruxelles. Finalement, la Russie fait sienne l'approche occidentale, c'est-à-dire à la carte. Et dans la carte russe, il n'y a plus les affaires intérieures russes, il n'y a plus la politique intérieure russe, il n'y a plus Navalny. Ça, ce ne sont plus des sujets. Donc, les Européens peuvent continuer à en parler, mais ce sera un monologue, ce ne sera plus un dialogue. Ça, c'est le premier point, ça me paraît important. Et finalement, les leçons de morale, entre guillemets, ou ce qui est perçu comme des leçons de morale, ne doit plus avoir cours. L'autre facteur qui n'est pas nouveau, qui n'est pas lié intrinsèquement
à la visite de Borrell, mais qui est quand même important pour comprendre la vision qu'ont les Russes de l'Union européenne. C'est, encore une fois, lié à la souveraineté. Pour Moscou, l'Union européenne n'est pas un acteur stratégique indépendant. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, à quelques exceptions près, dépend des États-Unis, dépend de l'OTAN pour sa sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent. Et d'ailleurs, Lavrov ne se prive pas très régulièrement de piquer les Européens à ce propos. Alors, à quoi faut-il s'attendre? Je ne crois pas je pense qu'il faut prendre les Russes au sérieux. Parfois, il faut les prendre au pied de la lettre, comme on dit. Je pense qu'effectivement, la coopération institutionnelle avec l'Union européenne va être réduite de façon structurelle, que la priorité va être accordée aux relations bilatérales avec les pays dont la Russie considère qu'ils ne sont pas fermés, qu'ils ne sont pas hostiles, avec, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, pour l'instant en tout cas, le souhait de perpétuer les coopérations économiques, même si, à mon avis, il faut suivre de très près certaines évolutions. Donc, cadre bilatéral, maintien de l'économie et la politique se fera de façon bilatérale avec certains États, mais plus avec la Commission ou avec les autres entités bruxelloises. Un dernier point qui me paraît important, que j'ai mentionné dans le slide, évidemment, de ce point de vue-là, l'identité du prochain chancelier allemand est très importante. Alors, pour les Russes, évidemment, le pire a déjà été évité, semble-t-il, avec l'échec de deux candidats de la CDU, M. Merz et M. Röttgen, qui étaient connus pour leur vue extrêmement hostile à l'égard de la Russie. Aujourd'hui, ça se joue apparemment à droite entre M. Laschet et Söder. Les Russes ont une nette préférence pour le ministre-président de Bavière, avec lequel ils ont établi une relation personnelle, comme d'ailleurs avec son prédécesseur, M. Seehofer. Alors, maintenant, si l'on avance un petit peu, cher Oleg, si on parle des États-Unis, bon, je ne vais pas entrer encore une fois dans les détails puisque je veux qu'on laisse un peu de place pour les questions-réponses, mais je dirais que la chronologie des griefs, de la détérioration des relations, elle est assez similaire à celle de la dégradation des relations avec l'Europe, à ceci près quand même que les États-Unis, vu de Moscou, enfin les fautes des États-Unis sont plus lourdes et plus nombreuses, si j'ose dire. Il y a évidemment les élargissements de l'OTAN, mais il y a surtout le Kosovo en 1999, qui est un moment important dans les perceptions russes, et ça a beaucoup marqué Vladimir Poutine, mais également la population russe. Le spectacle d'une capitale européenne bombardée, ça rappelait évidemment des souvenirs pas très agréables à beaucoup de Russes. Il y a évidemment le traité ABM en 2001, quelques semaines après le 11 septembre, l'Irak, etc., etc., etc. Le soutien aux révolutions de couleur, aux révolutions arabes. Donc les contentieux sont multiples, ils sont profonds, surtout ils sont durables. Alors il est évidemment très encourageant de voir que le président Biden souhaite entamer une désescalade. Ce ne sera pas un reset, mais une désescalade. Je crois qu'il faut se fixer des objectifs réalistes. Et les meilleurs spécialistes moscovites des États-Unis nous disent quoi? Ils nous disent que l'objectif réaliste mais vital aujourd'hui dans les relations entre Moscou et Washington, c'est d'éviter la guerre. Vous voyez, donc l'optimisme n'est pas tout à fait débordant. Je vous laisse lire le slide. Encore une fois, sur l'avenir, il va falloir suivre effectivement la réaction russe à la proposition de Biden. Donc la première réaction aux sanctions, elle a été sévère. Évidemment, la Russie n'a pas autant de moyens de rétorsion à sa disposition que les États-Unis. La Russie n'a pas le dollar, ne contrôle pas le système bancaire international. La Russie, manifestement, a décidé d'empêcher l'ambassade des États-Unis de fonctionner, de même qu'elle va empêcher l'ambassade tchèque de fonctionner. Comment? En expulsant et surtout en empêchant le recrutement de personnels locaux. C'est quelque chose, à mon avis, de tout à fait redoutable et qui est vu comme une forme de dissuasion pour les prochaines exclusions. C'est-à-dire que ça va être très compliqué pour les Américains et pour les Tchèques de faire fonctionner leur ambassade.
Maintenant, il y a deux échéances, enfin, deux options. Il y a d'une part l'invitation au sommet sur le climat qui doit avoir lieu jeudi et vendredi. Est-ce que Vladimir Poutine y participera ou pas? C'est très délicat pour la Russie de ne pas y participer. Pourquoi? Parce que c'est un sujet assez consensuel, la lutte contre le réchauffement climatique, et d'autre part, ce n'est pas un sujet bilatéral, puisque ce ne sera pas un tête-à-tête entre Poutine et Biden. Donc, je pense, en tout cas, il me paraît assez vraisemblable que la Russie y participe. Il me semble qu'elle aurait plus à perdre à ne pas y participer qu'à y participer. Et puis, il y a le deuxième volet, la deuxième proposition de Biden, qui est celle d'un sommet bilatéral américano-russe qui pourrait avoir lieu cet été. Là encore, je pense que la Russie n'a pas intérêt à claquer la porte. Je pense que la Russie va se faire désirer, va faire monter les enchères, mais sauf nouvelle catastrophe, sauf nouvelle escalade dans les sanctions, je pense que ce sommet pourrait se tenir cet été et serait une bonne nouvelle pour tout le monde, y compris pour nous, Européens, qui n'avons rien à gagner à une hausse des tensions et à de nouvelles sanctions américaines dont on sait qu'elles sont en réalité suivies de gré ou de force par les acteurs économiques européens. Dernier point sur la politique étrangère, ce qui me paraît important de rappeler, enfin en tout cas de souligner, c'est que la tendance, la priorité accordée par Moscou au monde non occidental, c'est-à-dire l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient, cette tendance, elle va se poursuivre. Quoi qu'il advienne, même si Poutine et Biden ont un sommet plutôt positif au mois d'août. C'est quelque chose de durable qui renvoie à une analyse qui est faite à Moscou, analyse finalement de la désoccidentalisation du monde et du glissement du centre de gravité du monde vers la zone Asie-Pacifique. Ça, c'est quelque chose qui est indépendant, je dirais, des crises actuelles entre Russes, Européens et Russes et Américains. Si l'on regarde donc, encore une fois, le panorama stratégique de la Russie, très rapidement, on voit une montée en puissance de la relation russo-chinoise qui est réelle depuis 2014. En réalité, le processus commence à la fin des années 90, mais on change d'échelle très clairement, on franchit des seuils depuis 2014. Il y a une relation personnelle très bonne entre les deux présidents. Et jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de scepticisme qui a été exprimé en Occident sur les malentendus, sur les arrière-pensées. J'observe que pour l'instant, rien de tout ça ne s'est vérifié. Encore une fois, on ne parle pas d'une alliance, mais on parle de quelque chose qui désormais a de la substance politique, mais également de la substance économique. Donc c'est quelque chose qui doit être pris très au sérieux. Au-delà de la Chine, la Russie cherche à diversifier sa politique dans cette région, notamment, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs, en maintenant un partenariat avec l'Inde, partenaire historique de l'URSS, avec le Vietnam également. Et puis on voit, c'est très intéressant, à mon avis très prometteur pour la Russie, de nouveaux pays qui apparaissent sur la carte asiatique de la Russie, des pays comme la Corée du Sud, un pays, vous le savez, qui va jouer un rôle majeur dans l'approvisionnement en Russie et dans le monde en Spoutnik, en vaccins. Donc une politique asiatique qui monte en puissance et qui elle-même est très complexe, avec un pilier chinois, mais qui n'est pas un pilier exclusif. Je passe rapidement sur le Moyen-Orient parce qu'il y aurait, c'est le sujet d'une conférence à part entière, mais encore une fois, je répondrai à vos questions. Ce qu'il faut en retenir, à mon avis, c'est que depuis 2015, la Russie a la main, pour l'essentiel, sur l'un des principaux sujets de politique mondiale, la Syrie, ce qui n'est pas arrivé depuis 1945. Donc, en Syrie, rien n'est simple pour la Russie. Elle doit gérer la Turquie, elle doit gérer l'Iran, elle doit gérer Israël, les États-Unis, mais sa décision d'intervenir militairement a très clairement changé le cours des choses. Et la Russie, très clairement, est vue différemment par l'ensemble des acteurs de la région. Et d'ailleurs, tous les acteurs de la région vont à Moscou, les derniers étant les Libyens et les Libanais, qui y étaient en même temps la semaine dernière. Donc là, il y a très clairement un grand succès de la Russie qui devra être consolidé, qui, comme tout succès, n'est pas éternel, mais en tout cas, il y a là quelque chose d'assez remarquable. Si je devais maintenant
apporter un nouveau bémol au succès de la politique étrangère russe, c'est l'espace post-soviétique, ce que les Russes ont pendant quelques années appelé l'étranger proche, qui est un étranger qui s'éloigne pour l'essentiel, avec 3 théâtres, un théâtre occidental très problématique. On l'a vu, une Biélorussie qui est tiraillée par des processus internes très, très lourds, et une vraie crainte en Russie sur une dérive de la Biélorussie vers l'Occident. Et là, je pense que la Russie ne laissera pas faire une deuxième Ukraine. Il y a l'Ukraine elle-même, un pays, enfin, on ne va pas revenir dans les détails, mais c'est le casse-tête stratégique de la Russie, à mon avis, pour de très longues années. La Moldavie, là aussi, on voit des déchirements. Donc, le flanc occidental de l'ex-URSS, qui est tiraillé entre ces deux pôles occidentaux et russes, est un théâtre d'affrontement et un motif d'inquiétude majeur pour la Russie. Si l'on regarde au sud, vous avez le Caucase avec une plaie géorgienne qui reste ouverte en réalité, un nouveau problème majeur autour du Karabakh. Alors la Russie a été très habile dans la gestion de la crise du Karabakh. Ceci dit, elle a un nouveau problème qui s'appelle Turquie. Turquie qui désormais est un acteur militaire dans le Caucase du Sud. Donc, est-ce que la Russie parviendra à garder son avantage, à maîtriser cette intrusion turque? Ce n'est pas certain. Et paradoxalement, le théâtre le plus calme pour l'instant, vu de Moscou, le moins problématique, c'est l'Asie centrale, alors même qu'il y a quelques années, beaucoup s'inquiétaient d'une montée en puissance de la Chine. Elle a lieu, mais ça semble plutôt bien géré entre Moscou et Pékin. Vraiment pour conclure, en quelques minutes, dans ce panorama très large et peut-être un peu rapide, j'en suis désolé, quels sont les points qui, selon moi, doivent être suivis dans les jours, les mois et les années qui viennent? Alors, à très court terme, à mon avis, l'événement le plus important, c'est l'adresse annuelle de Vladimir Poutine au Parlement, donc mercredi, dans 48 heures. Il y aura, je pense, des annonces économiques majeures, mais il y a beaucoup de rumeurs qui circulent ces dernières heures à Moscou sur des annonces un peu extraordinaires. Alors, quand on dit extraordinaire, on est un peu inquiet parce qu'avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, on se dit que ça peut effectivement apporter de grands bouleversements stratégiques, peut-être des sanctions. En tout cas, moi, ce qui m'interpelle, c'est que la présidente du Sénat, Madame Matvienko, que vous connaissez sans doute, a annoncé une session extraordinaire du Sénat pour le 22, donc le lendemain de l'adresse de Vladimir Poutine, en expliquant que le discours de Poutine allait introduire un nouveau système de coordonnées. Donc, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais manifestement, il y a quelque chose d'important qui se prépare et qui requiert une approbation de la Chambre haute du Parlement. Or, la Chambre haute du Parlement n'a affaire qu'à des choses sérieuses. Déclaration de guerre, intégrité territoriale, modification de frontières. Donc, on ne sait pas très bien. Espérons que ce ne soit pas le Donbass. La piste qui tient la corde, apparemment, c'est la Biélorussie. Apparemment, il y a quelque chose qui se prépare avec Loukachenko, qui d'ailleurs sera à Moscou le 22. Donc, le discours de Poutine, à mon avis, ce sera un discours important. À moyen terme, évidemment, quand je dis moyen terme, ça peut être 2024, ça peut être 2025. À mon avis, ce n'est pas 2036. C'est la succession de Poutine, bien sûr, avec une question fondamentale. Comment finalement proroger le régime sans son fondateur? Et ça, c'est quelque chose, c'est la préoccupation évidemment de Poutine, mais des élites dans leur ensemble, avec de très grandes inquiétudes sur la ligne politique. Ça, c'est plutôt pour le Kremlin, pour les ministères de force. Mais il y a un autre enjeu, et vous en êtes très conscient, qui se pose, c'est un enjeu patrimonial. La grande crainte des élites économiques, c'est une redistribution des actifs et que les héritiers, les oligarques héritiers, soient privés de leurs droits de propriété. Donc là, il y a beaucoup de nervosité à Moscou, beaucoup de flou sur les intentions de Poutine, sur le calendrier et sur le scénario lui-même. Bon, Poutine ne sera pas éternellement président, il y aura bien un autre président un jour. Aujourd'hui, ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que c'est une transition douce? En d'autres termes, un départ de Poutine en 2024
qui transmet le pouvoir à quelqu'un qui est déjà important dans le système, un Sobyanin, un Shoigu ou un autre, ou est-ce qu'il y a, comme en 99, lors de la passation de pouvoir entre Yeltsin et Poutine, une rupture de génération, quelqu'un de beaucoup plus jeune qui sort un petit peu du chapeau et qui remet les choses à plat. Moi, je ne crois pas beaucoup intuitivement à ce qu'un inconnu très jeune puisse, inconnu ou presque, puisse s'imposer parce que, encore une fois, la Russie de 2021 ou de 2024, elle est très différente de la Russie de 99. Aujourd'hui, vous avez des acteurs puissants à Moscou, des oligarques, mais également des Siloviki, vous avez des gens en région, et il faudra que le prochain président, quel qu'il soit, puisse d'emblée affirmer son autorité par rapport à ces gens-là qui sont installés, et ça ne peut pas être, à mon avis, un illustre inconnu. Donc, à mon avis, il faut chercher quelqu'un qui est déjà dans le système. Mais il ne faut pas sous-estimer un trait de caractère de Poutine qui est récurrent, c'est la surprise. Il y a toujours souvent un effet de surprise, et notamment s'agissant des nominations. Donc, ce sera à la fois évident et pas tant que ça. Je termine maintenant vraiment mon propos. Les facteurs de plus long terme à suivre, à mon avis, c'est la Tchétchénie. La Tchétchénie dont on parle moins, mais j'attire votre attention sur le fait que la Tchétchénie n'a jamais été aussi peu russe qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un grand deal qui a été fait avec Kadyrov père puis fils, une sorte de délégation. Moscou paye, ferme les yeux sur ce qui s'y passe, fait semblant que la Tchétchénie est russe, mais en réalité, la sociologie tchétchène, les mœurs tchétchènes, la Tchétchénie, elle est plus près de Dubaï ou de l'Arabie Saoudite que de Moscou. Et tout ça est très fragile. C'est très fragile parce que ça repose sur deux hommes, Poutine qui va partir un jour et Kadyrov qui lui non plus n'est pas éternel même s'il est très jeune. Donc à suivre parce que on ne peut absolument pas exclure un jour ou l'autre une nouvelle déflagration dans le Caucase russe. Les deux derniers facteurs sur lesquels j'attire votre attention, ça peut paraître banal, mais à mon avis, c'est ce qui fait les défis de la Russie. C'est d'une part les disparités territoriales. Il y a un vrai problème de surconcentration des ressources humaines, financières à Moscou. Alors, ça donne une capitale puissante, c'est un très bel outil, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, et on en profite pour ceux qui habitent Moscou. Mais c'est quelque chose, je dirais, c'est un des travers français puissance 10 ou 20, cette surcentralisation, alors même que la Russie a un territoire gigantesque. Donc là, il y a, à mon avis, un problème stratégique à résoudre. La poursuite de cette tendance, à mon avis, est très risquée pour le développement et même pour la sécurité de la Russie. Et enfin, l'autre problème, c'est celui des inégalités sociales. C'est quelque chose qui, évidemment, est moins visible, moins criant au cours des années 90. Pourquoi ? Parce que Vladimir Poutine a beaucoup fait ces 15 dernières années. Il y a eu de la redistribution. Malgré tout, ce qui est acceptable et accepté par une majorité de la population quand vous faites 7 ou 8% de croissance, l'est beaucoup moins quand les revenus généraux de la population baissent et quand l'économie stagne. Donc là, c'est un autre défi qui, à mon avis, ne pourra plus être éludé très longtemps. J'ai été bavard, je vous prie de m'en excuser et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Arnaud, Monsieur Dubien. Excellent, excellent. Vraiment, pour nous, à mon avis, vous partagez tous, c'était même trop court, mais très complexe. Hein, c'est très complet. Et peut-être je passe la parole encore à Johan, qui sourit, non ? Qui m'a envoyé pendant votre discours un message de soutien en disant « Ah, he is very good ». Ah, ça, c'est vrai. Ça, je connais Arnaud depuis longtemps, il est toujours very good. Non, Arnaud, c'est vraiment tout à fait excellent. En russe, on dit «Kto vinovat, что делать». Donc, le «что делать», le quoi faire, on est tout à fait bloqué maintenant, ça c'est clair. Est-ce qu'il faut essayer d'obtenir de nouveau, je ne sais pas, architecture de sécurité non autant, si c'est réaliste? Alors, enfin, en général, qu'est-ce qu'on peut faire quand même de débloquer cette situation ou est-ce que bon, ça va prendre son temps? Cher Johan, merci pour cette question fatale. Le on, on peut dire que c'est la vieille Europe finalement. Je vais partir de ce postulat que ton on, c'est pas seulement la Belgique, mais peut-être la France, peut-être l'Allemagne.
Je pense que d'urgence, il faut, la première des priorités, c'est de mettre aujourd'hui, dans les heures qui viennent, d'arrêter cette spirale. C'est-à-dire que là, les expulsions, les déclarations, les entrées dans l'OTAN, ça, il faut vraiment arrêter. Parce que là, on ne réfléchit plus, on est dans l'émotion et la surréaction de part et d'autre. Encore une fois, je ne blanchis pas nos amis russes qui sont loin d'être irréprochables. Simplement, j'essaie de répondre à ta question et finalement, c'est comment éviter la catastrophe et envisager quelque chose de plus positif. Donc, à court terme, c'est arrêter cette spirale qui est dramatique, qui s'accélère. Et on ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut y avoir un incident en mer Noire, en Baltique, 2 avions qui se touchent. Donc, il faut faire attention. Avec un tel degré de défiance, d'hostilité, d'a priori, et une telle concentration de moyens militaires, on ne peut pas exclure un dérapage. Encore une fois, je ne dis pas que ça va aboutir à ce que les Russes et les Américains appuient sur le bouton nucléaire, mais on a vu en Turquie, par exemple, en 2015, ce qui peut se passer. Donc, l'urgence, c'est ça. Il faut que, et là, vraiment, la France, l'Allemagne, la vieille Europe a une responsabilité particulière. Il faut calmer les esprits des uns et des autres. Et il ne faut pas aller dans cette surenchère, surtout sur le dossier de l'élargissement de l'OTAN. Il y a un sommet très bientôt. On voit que les Ukrainiens essaient d'ouvrir la porte. La France et l'Allemagne, en 2008 à Bucarest, avaient eu la sagesse d'opposer un veto. Alors, malheureusement, la France et l'Allemagne ont un peu cédé sur la fin, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de plan d'action pour l'adhésion, mais il y a eu quand même cette promesse un jour. Et à mon avis, ça veut dire que cette question, elle reste sur la table. Et tant que cette question restera sur la table, eh bien, on aura une crise permanente dans les relations russo-occidentales. Je vais dire quelque chose qui n'est pas très populaire, mais je l'ai tweeté ce week-end, mais la période la plus apaisée, finalement, entre Européens de l'Ouest, Occidentaux et la Russie, ça a été il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années, autour de 2010. Et à mon avis, il y avait 2 raisons principales qui n'existent plus aujourd'hui. C'est d'une part, il faut le dire, un pouvoir russe beaucoup plus ouvert. Et d'autre part, il y avait un pouvoir ukrainien qui ne se précipitait pas dans l'OTAN. Il avait même adopté une loi sur la neutralité. Alors, une loi très fragile, puisqu'elle a été balayée dès le premier jour de Maïdan. Et je crois que c'est ça la vraie solution de long terme, c'est d'une part enlever cette histoire d'élargissement de l'OTAN. Il faut trouver autre chose. Et je rappelle que même des gens comme Brzezinski, à la fin, considéraient que c'était une erreur pour l'Ukraine, une erreur fatale de poursuivre sur cette voie. Il faut trouver un statut de neutralité. Où certains parlent de finlandisation. Alors, c'est très connoté négativement, mais enfin, j'observe que la Finlande est un pays qui a connu la paix depuis 1945 et qui se porte pas trop mal et qui a plutôt de bonnes relations avec la Russie. Si c'est ça la finlandisation pour l'Ukraine, je lui souhaite, sincèrement. Mais je vois aussi que ce n'est pas ce que veulent les autorités actuelles de l'Ukraine, ce n'est pas ce que veulent, et ce n'est pas très raisonnable, les Américains, ce n'est pas ce que veulent les Polonais, les Baltes. On est vraiment dans une logique non pas de containment, mais carrément de rollback. Et ça, tant que ce sera l'ordre du jour, les Russes ne se laisseront pas faire et il y aura des réactions. Donc, il faut absolument sortir de cette logique-là. C'est ce qu'a proposé le président Macron en 2019. Je pense que l'intuition est très juste. C'est à peu près d'ailleurs la même intuition que Mitterrand en 90. Et pour l'instant, c'est à peu près le même résultat. C'est-à-dire que malheureusement, on ne peut pas imposer aux gens. En l'occurrence, à l'époque, c'était les Tchèques, les Polonais qui voulaient rentrer dans l'OTAN. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine et puis la puissance américaine qui pousse. Aujourd'hui, la France seule ne peut pas contredire ces gens-là. Peut-être que l'Europe pourrait le faire, mais l'Europe n'a pas d'avis. L'Europe est dans une sorte de consensus mou qui d'ailleurs devient de plus en plus proche des positions américano-polonaises. Donc, franchement, il n'y a pas de... Comment dire, rien n'est simple. C'est un chantier de long terme. Mais il est clair d'une part, il ne faut pas se décourager, parce que si on se décourage, le pire est assuré, et ça peut être un pire violent.
Et d'autre part, il faut voilà, inlassablement, calmement, mais je dirais garder le débat dans un cadre politique raisonnable. Et puis, un jour, le moment venu, peut-être qu'il y aura d'autres personnes au pouvoir à Kiev, d'autres personnes au pouvoir à Moscou et à Washington, et qu'il y aura une conjonction, un alignement plus favorable. Aujourd'hui, je crois que l'ambition réaliste, c'est d'éviter le pire. Merci beaucoup. Merci. La question S'il y a des questions, juste débloquez votre micro, parce qu'il ne nous reste que 5 minutes pour des questions, s'il vous plaît. Ouais, je vois ici une main levée. Monsieur Lezen, s'il vous plaît. Oui, bonjour. En tous les cas, c'est extrêmement intéressant et peut-être question liée un peu à mes intérêts. Comment voyez le rôle de Saint-Pétersbourg dans la géopolitique russe? Pardon, je n'ai pas entendu, j'ai entendu Saint-Pétersbourg, mais je n'ai pas entendu le mot précédent. Le rôle de Saint-Pétersbourg et l'influence de l'entité de Saint-Pétersbourg. Et deuxièmement, côté, tout à fait à côté, la route arctique, le passage par le nord. Quelle importance cela a pour la Russie? Est-ce que c'est à l'agenda? Parce que c'est aussi un élément géostratégique. Merci. Merci beaucoup. Alors, Saint-Pétersbourg, c'est un sujet qui m'est cher, puisque j'ai passé quelques mois là-bas pour apprendre le russe très longtemps, quand j'étais étudiant. Donc, c'est une ville extraordinaire, vous le savez. C'est une ville aussi qui, malheureusement, végète, à mon avis. C'est une belle endormie. C'est une ville, une agglomération de 5 millions d'habitants qui a un potentiel absolument extraordinaire, qui, à mon avis, n'est pas utilisé pour plein de raisons, y compris d'ailleurs des raisons politiques. C'est-à-dire que les gouverneurs, en tout cas depuis une bonne dizaine d'années, parfois je soupçonne qu'ils soient choisis pour leur médiocrité. Vous voyez, en tout cas, ils sont choisis pour ne pas faire de vagues, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts à Saint-Pétersbourg, des intérêts dans le premier cercle de Poutine, et donc il faut faire des compromis, des synthèses, et donc il ne se passe rien à Saint-Pétersbourg. C'est ça le problème. Alors que cette ville a un potentiel incroyable par sa qualité d'abord géographique, la qualité des personnes qui y étudient, qui y travaillent, en tout cas celles qui ne sont pas aspirées par Moscou. Alors ça ne va pas durer, encore une fois, un jour ou l'autre, cette ville se réveillera vraiment, et je pense qu'elle a un potentiel tout à fait étonnant. Et j'allais dire, cette trajectoire est d'autant plus étonnante que les Pétersbourgeois sont au pouvoir à Moscou. Donc on aurait pu penser qu'ils favorisent leur ville, leur région, pas du tout. En fait, pas vraiment. Je ne dis pas du tout, mais pas vraiment. Donc c'est décevant. Pour ce qui est de l'Arctique, c'est le grand sujet géopolitique, mais aussi géoéconomique de ces derniers mois et des années à venir. C'est plus que de la stratégie en réalité. C'est un tout avec maintenant des intérêts économiques majeurs, Novatek, Rosneft, Norilsk, Rosatom, qui est chargé de l'exploitation de la voie maritime du Nord. Le président Poutine s'est saisi personnellement du sujet, c'est un sujet qui l'intéresse. Il a changé des gouverneurs à Mourmansk ou ailleurs, des personnes d'ailleurs très valables. Et il se passe des choses. Alors, il se passe des choses à la russe, c'est-à-dire que les grandes stratégies à 10, 15 ans, généralement, ne sont pas respectées. Il y a toujours un peu de retard, mais il y a de l'argent fédéral qui est investi. Il y a des investissements privés également qui se font. Il y a, encore une fois, un intérêt politique, ce qui est la clé de tout en Russie. S'il n'y a pas d'impulsion qui vient d'en haut, les dossiers s'enlisent. Là, Poutine, c'est un sujet qui l'intéresse. Et puis, il y a aussi un volet militaire qui est réel, même si, à mon avis, aujourd'hui, au-delà des images, des annonces, ce n'est pas encore une zone, et j'espère que ça ne deviendra pas, de véritable confrontation. Et d'ailleurs, il y a, je crois que c'est à la mi-mai, le Conseil de l'Arctique qui va se réunir à Reykjavik, et c'est la Russie qui va prendre la présidence pour 2 ans du Conseil de l'Arctique. Et pour l'instant, c'est l'une des enceintes qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc, espérons que ce sera l'un des endroits où les choses vont pouvoir repartir dans une logique plus positive et peut-être essaimer sur
front européen. Merci. Je conseille seulement à ceux qui s'intéressent, il y a un beau livre, c'est pour ça que je viens de le lire, Passer par le Nord par Michel Onfray et Isabelle Autissier, qui décrivent au fond toute cette situation du monde qu'on ne connaît pas. Ok. Merci, merci. Bah, chers collègues, malheureusement, on est prié du temps. Merci beaucoup pour y participer. Ah, Gérard, bon, Gérard, je vois la main levée chez Gérard qui est aussi à côté de moi dans la chambre d'hôtel à Penza. Gérard, s'il vous plaît. Bonjour de la province. Et effectivement, quand on est à Penza, on voit qu'on n'est pas à Moscou, c'est un autre monde. Et c'est une donnée importante pour comprendre la Russie. Merci, monsieur Dubien, d'avoir mis l'accent sur cet aspect important. Une petite question concernant, en fait, l'importance de l'opinion publique aux États-Unis qu'en Russie, en termes de, finalement, de ces espèces de postures parfois assez agressives dans les discours. Est-ce que finalement, dans la pratique, il y a peut-être davantage de posturing, comme on dit en anglais, que de réelle intention de véritablement avoir une attitude extrêmement dure les uns vis-à-vis des autres? Est-ce que ça fonctionne encore aussi du côté russe de pouvoir décrire l'Occident comme le grand ennemi, le responsable de tous les maux? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas un peu... Est-ce que l'accord n'est pas un peu usé? Alors, il y a plusieurs questions. Alors, sur l'opinion publique, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, c'est le rôle de l'opinion publique dans la politique étrangère, c'est ça ou... Oui. D'abord, il faut rappeler une évidence qui est parfois oubliée, surtout dans la presse occidentale, c'est que la Russie n'est pas la Corée du Nord ni le Turkménistan. Il y a une société russe très complexe, très divisée en réalité, avec beaucoup de clivages sur l'histoire, sur la période soviétique. Il y a des clivages également linguistiques, ethniques. C'est quelque chose qu'on perd parfois un peu de vue. Donc l'opinion publique, elle existe en Russie. Elle existe aussi en politique étrangère. Par exemple, aujourd'hui, très concrètement, je pense que, à supposer, je ne le crois pas, mais à supposer que Poutine ou d'autres personnes dans son entourage souhaitent militairement entrer dans le Donbass, ça ne passerait pas. Ça ne passerait pas. On le voit, les sondages, les Russes ne souhaitent pas ça. Ils ne souhaitent pas. D'abord, ils ne considèrent pas que le Donbass fasse partie de la Russie, à la différence de la Crimée, où là, il n'y avait aucune ambiguïté. Et par ailleurs, les Russes peuvent être, et on le sait, d'admirables combattants, mais ils sont meilleurs d'ailleurs dans les guerres défensives que les guerres offensives. Et donc, aujourd'hui, je pense que si le pouvoir russe décidait d'entrer dans le Donbass, il y aurait un très gros problème intérieur en Russie. Ça fait partie de l'équation politique. Encore une fois, je ne pense pas que Poutine ait cette intention, mais pour répondre à votre question, oui, l'opinion publique, elle compte. Les dirigeants russes ne peuvent pas faire n'importe quoi en réalité. Ils peuvent faire beaucoup de choses, beaucoup plus que chez nous, parfois des choses inavouables ou inqualifiables, mais ils ne peuvent pas faire n'importe quoi non plus, en réalité. Pour ce qui est de la posture à l'égard de l'Occident, vous savez, l'histoire des relations entre l'Europe occidentale et la Russie, c'est une histoire longue, complexe, faite de complexe d'infériorité, de supériorité. Il y a un très bel ouvrage, parmi les très nombreux qui ont été faits, de Marie-Pierre Ray de la Sorbonne là-dessus. Bon, aujourd'hui, si vous voulez, les dirigeants russes, la génération de Poutine, Lavrov, ce sont des... Enfin, Lavrov, non. Poutine est un Européen déçu. Voilà. Lavrov, c'est un américaniste, c'est un peu différent. Il n'a pas la même carte mentale, ni le même passé. Mais je crois que Poutine est un Européen déçu. Et les gens déçus, évidemment, bon, c'est très compliqué. C'est très compliqué de les ramener à la raison ou de les ramener à des sentiments plus positifs. Encore une fois, je ne juge pas. Peut-être qu'il a tort d'être déçu. Beaucoup le trouvent très décevant aussi. Donc, bon. Mais il y a une forme de désillusion, quelque chose qui vient de loin, je l'ai dit, qui a sédimenté. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Et franchement, je ne crois pas qu'on puisse sortir vraiment de ça dans les semaines et les mois qui viennent. Mais il ne faut pas baisser les bras. Et j'espère que ni l'Allemagne, alors bon, là, il va y avoir un nouveau chancelier, et que Macron ne baissera pas les bras. J'espère qu'on ne se laissera pas entraîner dans d'autres logiques. Il faut garder le cap, surtout dans les tempêtes.
Merci, merci encore une fois. Chers amis, donc merci beaucoup encore une fois, Monsieur Dubien, donc de faire une exposition excellente hein, sur la situation en Russie. Et c'est vrai que je pense beaucoup de ceux parmi nous qui vivent en Russie partagent absolument votre opinion. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, hein, donc on est encore tout au début. Et alors, à très bientôt à nos prochaines réunions. Merci encore une fois, Arnaud. Au Merci. revoir. Merci à tous. Voilà. Donc, chers amis, Heidi, à la prochaine. Donc, tot straks, et etc., etc., etc. Au revoir. Il y a moyen de joindre Arnaud encore? Non, Arnaud est parti, mais c'était convenu pour 1 heure, Arcadie. Hein. Oui, mais on juste, ne peut pas. Juste 2 mots. Maria, je voulais vous remercier pour votre traduction. Merci beaucoup. Un très grand merci. Donc, j'espère que tout le monde, les russophones, étaient bien satisfaits. Arkady Andreevich, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Philippe, au revoir. Philippe est encore là. Philippe, au revoir. Michel, au revoir. Arnaud, au revoir.